Bon choix, il est 7h à Yangasso, même heure à Numumbougous. Et c'est l'heure de votre journal. Bonjour et bienvenue. Le journal Sidiki Dambélé. À l'actualité, première édition d'ici, mardi 20 décembre 2022. Tout d'abord, la couleur du temps sur Bamako et environ. 18 degrés ce matin, ciel partiellement couvert, humidité 15%, du vent 19 km à l'heure et la maximale attendue est de 34 degrés. Mesdames et messieurs, à la une de cette édition, l'engagement du gouvernement à assainir la capitale, Bamako qui croule sous les ordures. Des membres du gouvernement étaient hier sur les chantiers de la décharge finale de Numumbougou et du dépôt de transit de Médina Koura pour voir l'évolution. On fera les points dans ce journal avec Agibou Koulibaly. À la une, également la semaine du numérique lancée hier sur la thématique les TIC au cœur de la modernisation de l'administration, un vrai rendez-vous des innovations technologiques et des opportunités pour ces startups. Ça se passe au CICB. L'actualité internationale à suivre en pointillé avec Batraoré en direct avec moi dans ce studio. Bonjour Batraoré. Bonjour Cédric Damélé. De quoi va-t-on parler ce matin? 2 ans de prison requis contre 2 députés de l'opposition au Sénégal. Ils ont giflé un camarade en pleine session le 1er décembre. En Afrique du Sud, l'ANC reconduit le président Cyril Ramaphosa à sa tête. Aux États-Unis d'Amérique, une commission parlementaire recommande des poursuites pénales contre l'ancien président américain Donald Trump. C'est suite à l'assaut du Capitole de 6 janvier 2021. Voilà le sommaire de cette page inter, Cédric Damélé. À tout à l'heure donc pour le développement. La chronique initiative citoyenne au menu. Ousmane Dao nous amène à la découverte de l'association RSO ou la Maison du Bonheur, une maison dans laquelle on ne parle pas de divorce du tout. Enfin, la page des sports au complet, c'est avec l'athlète des jours et des nuits, Sragatou Sissi. Bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Est-ce que tout va bien, Sragatou? Oui, je me porte à merveille. La une de votre page. Fin hier de la 7e journée du championnat national de Ligue 1. La Coupe du Monde Qatar 2022 était terminée depuis dimanche avec le triomphe de l'Argentine. L'ORTM tire le bilan de la couverture médiatique. Nous allons entendre le directeur général de l'ORTM, Hassan Baba Diombélé. Comme tous les mardis, la rubrique insolite du jour. Et voilà pour les sommaires. Vous êtes prêts? Eh bien, nous aussi. Une fois de plus, bonjour et bienvenue. Tout d'abord, commencez par ces décrets. Ousmane Dao, bonjour. Bonjour, Sidiki Dambélé. Avec moi dans ces studios, voyons la teneur de ces décrets portant création de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République du Mali. Décret numéro 2022-0777 PTRM du 19 décembre 2022 portant création de la commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République du Mali. Le président de la transition, chef de l'État, vu la constitution, vu la charte de la transition, vu la loi numéro 2022-001 du 25 février 2022 portant révision de la charte de la transition, décrète chapitre 1 de la création et de la mission. Article 1er. Il est créé auprès du président de la transition, chef de l'État, une commission chargée de la finalisation du projet de constitution de la République du Mali. Article 2. La commission a pour mission d'examiner et d'amender, le cas échéant, l'avant-projet de constitution élaboré par la commission de rédaction de la nouvelle constitution en vue de produire et de soumettre au président de la transition, chef de l'État, le projet de constitution de la République du Mali. Chapitre 2 de l'organisation et du fonctionnement. Article 3. La commission se compose comme suit. 5 représentants du président de la transition, 5 représentants du gouvernement, 5 représentants du Conseil national de transition, 1 représentant du Haut Conseil des collectivités, 1 représentant du Conseil économique, social et culturel, 3 représentants des autorités administratives indépendantes, 5 représentants des légitimités traditionnelles, 5 représentants des partis et groupements politiques, 3 représentants des organisations de la société civile, 4 représentants des centrales syndicales, 3 représentants des groupes signataires de l'accord pour la paix, 2 représentants des forces de défense et de sécurité,
2 représentants des ordres professionnels, 1 représentant du Conseil national des personnes âgées, 2 représentants des regroupements des femmes, 2 représentants des Maliens établis à l'extérieur, 2 représentants du Conseil national des jeunes. Elle comprend en outre des personnes ressources choisies en raison de leurs compétences établies dans les domaines des sciences sociales. Article 4. Les travaux de la commission sont dirigés par un coordonnateur, un rapporteur et un rapporteur adjoint. Article 5. Le coordonnateur planifie, dirige et coordonne les activités de la commission. Les rapporteurs tiennent les comptes rendus des réunions et élaborent le projet de rapport de fin de mission soumis à l'approbation de la commission. Article 6. Le coordonnateur, les rapporteurs et les autres membres de la commission sont nommés par décret du président de la transition. Article 7. Les membres de la commission sont tenus de participer aux travaux et de garder le secret des délibérations. Les décisions de la commission sont prises par consensus. À défaut de consensus, la commission adopte cette décision à la majorité absolue des voix des membres. En cas de partage des voix, celle du coordonnateur est prépondérante. Article 8. Le coordonnateur de la commission rend compte régulièrement au président de la transition, chef de l'État, de l'avancement des travaux. Article 9. À la fin de sa mission, qui ne peut excéder 15 jours, la commission remet au président de la transition le projet de constitution et un rapport de fin de mission. Article 10. Le coordinateur, les rapporteurs et les membres de la commission bénéficient d'indemnités et primes forfaitaires fixées par décret du président de la transition. Article 11. Les dépenses liées au fonctionnement de la commission sont à la charge du budget national. Article 12. Le présent décret sera enregistré et publié au journal officiel. Bamako, le 19 décembre 2022, c'est signé le président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Merci Ousmane Dao pour la lecture de ce décret à retrouver dans le journal officiel. Sur autre plan, mesurer les performances socio-économiques et politiques du Mali, c'est l'objectif de l'équipe Bloomfield qui séjourne actuellement à Bamako. Elle a été reçue hier par le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga. Pour rappel, le Mali s'est engagé depuis 2018 dans 2 programmes de notation financière, un programme de notation internationale et celui de notation à l'échelle sous-régionale. L'intérêt pour notre pays, c'est d'élargir in fine sa base d'investisseurs. Plus d'explications avec Suleiman Kenza Sidibi qui a... La notation financière à l'échelle régionale, dite notation souveraine à monnaie locale, est l'aboutissement d'un processus débuté en 2016 avec IEMOA titre de l'agence BCAO chargée de l'organisation des émissions des titres publics au niveau des pays de l'UEMOA. C'est dans le cadre de ce programme régional que l'agence Bloomfield Investment est depuis chargée de la notation financière du Mali. La notation financière donne une vision globale de la situation d'ensemble du pays. Soraya Diallo, vice-présidente senior, directrice de Bloomfield. Nous avons discuté avec son Excellence des priorités du gouvernement en ce qui concerne sa feuille de route pour l'année 2022-2023 et sur le moyen terme. Il nous a donné des informations très enrichissantes sur les développements qui sont déjà mis en place, sur l'impact de ces différentes actions en ce qui concerne les populations, notamment sur la paix sociale. La première notation de Bloomfield faite en 2021 attribue pour le long terme la note B et B ou perspective stable et pour le court terme A3 perspective stable. Dans les 2 cas, des perspectives heureuses à traduire en croissance économique pour le bien des populations. Pour la présente évaluation, en plus du Premier ministre, la délégation doit rencontrer du 19-21 décembre 2022 les ministres chargés des Finances, de l'administration territoriale et certaines structures faîtières dont le patronat du Mali. Pour le tête-à-tête du jour, le Premier ministre Dr Choguel Kokala Maïga a entretenu nos ordres des avancées de la transition, le vote de la loi électorale, l'adoption du cadre stratégique de la refondation de l'État, le retour massif des populations dans leurs localités
et la montée en puissance de l'armée sont les sujets abordés au cours de cet entretien. Il est à noter que les critères d'évaluation sont dans l'ordre des possibilités du Mali. Soraya Diallo, vice-présidente senior, directrice de Bloomfed. L'évolution des finances publiques, l'appréciation de la solvabilité de l'État, c'est-à-dire l'évaluation de son endettement, sa capacité à faire face à son endettement, mais également la gestion générale des finances publiques. Donc est-ce que cette gouvernance financière au niveau des finances publiques, au niveau des différentes régies financières de l'État, permet effectivement de soutenir sa politique d'endettement et sa politique de financement d'une manière générale. Le Premier ministre remercie l'agence des notations pour la prise en compte des réalités et du contexte africain dans sa méthodologie de notation en devise locale. Sur autre plan, la gestion des ordures, vous le savez, est un véritable casse-tête à Bamako. Pour résoudre le problème, l'État est en train de construire une décharge finale à Numumbougou, dans la région de Kouloukourou. Et ce n'est pas tout. Un nouveau dépôt de transit est également en cours d'aménagement à Médine-Koura, en commune 2 du district de Bamako. 2 chantiers visités hier par les ministres d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, accompagnés des ministres de l'assainissement et des transports. C'était pour constater l'état d'avancement des travaux d'aménagement au niveau de ces 2 sites. On fait le point avec Agibou Koulibaly et Toumani Diabati. Tout le monde sait que les dépôts d'ordures ont des effets néfastes sur notre santé. Nous ne pouvons pas empêcher cela, mais nous avons fait des revendications qui n'ont pas eu de suite. C'est demander à chacun, et à la mairie du district, à la DECIVA, et monsieur le ministre, à vous aussi, de faire des efforts pour humaniser la décharge. Ces cris de cœur vont bientôt devenir un mauvais souvenir, car cette année, les autorités de la transition veulent effectuer des travaux pour rendre plus opérationnelle cette décharge. Modibo Kone, ministre de l'Environnement, de l'Assainissement et du Développement durable. Immédiatement, ce qu'on a vu ici, je pense que sous la présidence du ministre d'État, des dispositions imminentes vont être prises pour qu'on puisse dégager très rapidement tous les alentours et faire en sorte que la descente prévue par les camions sur la cellule puisse être vraiment fréquentable par les camions dans les meilleurs délais. Et nous saluons aussi l'intervention de l'armée qui a mis à notre disposition des engins. Je pense que très rapidement, d'ici 48 heures, ces engins seront là. Dambele Madina Sissoko, ministre des Transports et des Infrastructures. Une chose est bonne, de balayer, de ramasser, mais là où déposer. Parce que c'est le problème des dépôts qui constitue le problème fondamental dans toute la chaîne. Donc aujourd'hui, nous venons de voir que ce qui était prévu comme équipement a été réalisé, mais pas à hauteur de souhait. Sur 3 cellules, on voit seulement une cellule qui n'est même pas fonctionnelle. Pour le ministre d'État, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, il est urgent d'agir pour permettre à la population de Tienfala de bien respirer. Colonel Abdoulaye Maïga. Je saisis cette occasion pour présenter au nom de nos plus hautes autorités nos sincères excuses à la population riveraine de cette décharge anarchique qui souffre beaucoup de l'absence d'investissement réalisé à Numumbougou. Je voudrais ici vraiment rassurer la population de Bamako et la population de Numumbougou. Les réponses sont en cours. Malheureusement, il ne s'agit pas de réponses instantanées. Parce que le problème de la salubrité est un problème, beaucoup plus exhaustif. Donc forcément, les solutions demanderont un peu de temps. Je crois que l'argent étant le nerf de la guerre, aujourd'hui, il nous plaît de rappeler ici que le financement est acquis. Maintenant, il reste l'étape de la construction. Pour le nouveau dépôt de transit de Médina-Koura, le choix est tombé sur un espace de la brigade anticriminalité derrière le stade Omnisport. Le site a une superficie capable de recevoir le flux quotidien des déchets de la commune 2. À rappeler que l'aménagement du nouveau dépôt de transit sera financé par l'ANICT. Bamako abrite depuis hier la première édition de la Semaine du numérique. C'est un rendez-vous des innovations technologiques qui permettra aux professionnels du secteur d'échanger et de partager leurs expériences en vue de relever les défis de la souveraineté numérique. Ils échangent également sur les enjeux, les défis et les opportunités du numérique. À noter que le thème retenu pour cette édition est l'éthique au cœur de la modernisation de l'administration. Le reportage signé Tamsir Diabatiche. Si le numérique donne la même opportunité à tout le monde, le Mali veut faire de cette opportunité un atout du développement. Pour donc booster l'écosystème numérique au Mali, il est plus que jamais nécessaire, sinon urgent, de créer des espaces d'échange
et de partage d'expériences entre les professionnels de l'industrie du numérique. Aussi et surtout, valoriser les compétences locales, d'où la tenue de cette semaine numérique. Maître Arruda Mamadou Touré, ministre de la Communication, de l'économie numérique et de la modernisation de l'administration. L'avenir dans ce domaine si prometteur appartient désormais aux pays qui seront constamment tournés vers l'acquisition des connaissances nécessaires à cette révolution numérique et donc à notre accession à la souveraineté numérique. Le thème central de la semaine est très évocateur et pose la problématique de l'implémentation des technologies de l'information et de la communication dans la modernisation de la transformation de notre administration. L'un des défis de l'heure, c'est aussi la modernisation de l'administration, mais une modernisation qui passe par la souveraineté numérique, une mutation qui demande justement des réformes profondes. Les réformes administratives et institutionnelles initiées par les pouvoirs publics avaient pour finalité de parvenir à des mutations profondes de la société malienne. Pour parvenir à cette ambition, il fallait créer une corrélation systématique entre modernisation administrative et informatisation de l'administration par la numérisation et la digitalisation des fonctions essentielles de notre propre administration. Cette vague de réformes s'appelle la révolution du numérique. Le directeur national de l'économie numérique a tenu à saluer le leadership du ministre et l'ambition des autorités de la transition de faire du numérique une priorité. Pour consolider les acquis et les potentialités à la faveur de cette semaine dite numérique, l'opportunité est une fois donnée aux startups de démontrer leur ingéniosité au service du développement. Et parmi ces startups, les meilleurs seront primés. Les structures qui évoluent dans le numérique sont au rendez-vous pour expliquer aux utilisateurs les avancées du Mali dans la modernisation de l'administration. Des structures comme l'ASMTD, l'AGETIC, AGEFO, le complexe numérique, la certification électronique, l'AMRTP, l'ANTIM et l'ORTEM ont sans nul doute enregistré des avancées remarquables dans la modernisation de l'administration. Merci Tamsir Diabaté. Mais l'actualité à 7h18 à Tamani. À suivre l'actualité internationale avec Batra Ourish. Il est là avec moi dans ce studio. Bonjour Batra Ourish. Bonjour Cédric Dambélé. Est-ce que tout va bien? Alhamdulillah, Dieu merci. La page des sports, c'est l'affaire de Siragatou Sissi. Bonjour Siragatou. Bonjour Cédric Dambélé. Les sportifs en pleine forme. La chronique initiative citoyenne également au menu et ce sera avec Ousmane Daou en fin d'édition. D'abord, rendons-nous au Sénégal, Batraourish. Au Sénégal, 2 ans de prison ferme requis contre les 2 députés qui avaient, rappelez-vous, giflé avec toutes leurs forces et avec leurs 2 mains leurs collègues qui de surcroît est une dame, Batraouri. Oui, il s'agit de Massata Samb et Mamadou Nyank. Ces 2 députés de l'opposition étaient jugés hier à Dakar pour coups et blessures volontaires contre Amin Nyank. En pleine session le 1er décembre à l'Assemblée nationale, l'élu de la coalition au pouvoir avait reçu une gifle et un coup de pied dans le ventre. Les 2 prévenus qui écopent de 2 ans de prison ferme nient les faits qui leur sont reprochés. En Afrique du Sud, l'ANC reconduit le président Cyril Ramaphosa à sa tête. Oui, le parti au pouvoir en Afrique du Sud a réélu hier à sa présidence Cyril Ramaphosa, ce qui le place en bonne position pour un second mandat à la tête du pays en cas de victoire du parti historique aux élections générales en 2024. Cela malgré le scandale de corruption qui a mis le président sud-africain sous la sellette. Ce résultat est une nouvelle preuve que malgré l'affaire des Falafala et les questions qui entourent le vol d'argent liquide caché dans sa ferme, Cyril Ramaphosa aura su conserver la confiance de ses camarades de l'ANC. Sur autre plan, l'Éthiopie menace d'une nouvelle offensive au Tigré pour lutter contre les crimes organisés. Oui, un communiqué du gouvernement publié samedi dernier suscite un regain de tension entre les autorités fédérales et celles du Tigré. Cela intervient 2 mois et demi après la signature de l'accord de paix de Pretoria. En effet, un texte publié par une agence de communication publique affirme que le gouvernement pourrait prendre des mesures pour préserver les habitants de la capitale Mekélélé du crime organisé. Les criminels qui ne sont pas nommés seront mis face à leurs responsabilités, ajoute le communiqué, car le gouvernement fédéral prendra toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité de la population. Batraourish, cette question, oui, cette interrogation en Tunisie, y a-t-il une nouvelle crise politique qui profile à l'horizon?
En tout cas, dans ce pays, le dernier taux de participation au scrutin législatif est inférieur à 9%. Après l'annonce de ces chiffres, l'opposition a appelé au départ de Kais Saïd, dont la légitimité est de plus en plus mise en balle. L'homme avait basé sa prise de pouvoir du 25 juillet 2021 sur un péril imminent qui menaçait le pays et le soutien populaire dont il bénéficiait, ayant été réélu avec plus de 72% des voix en 2019. Aujourd'hui, ce soutien s'est érodé, comme le confirme la forte abstention aussi liée à la situation économique critique dans le pays. L'assaut du Capitole, rappelez-vous, la commission parlementaire recommande des poursuites pénales contre Trump. La commission, composée de 7 démocrates et de 2 républicains, était chargée de faire la lumière sur les faits et gestes de Donald Trump avant et pendant le 6 janvier 2021, jour de l'assaut du Capitole. Pour les élus, il y a eu entrave à une procédure officielle, complot en vue de frauder les États-Unis, complot en vue de faire une fausse déclaration et incitation ou encouragement à l'insurrection. Pour les 9 membres de la commission, ce sont les chefs d'inculpation pour lesquels Donald Trump devrait être poursuivi par la justice fédérale. Merci Batraouré pour toutes ces informations. Prenez un verre d'eau, ça va vous faire du bien. Bonjour Sragatou Sissi. Bonjour, c'est Dambélé. Est-ce que tout va bien Sragatou? Ça va, alhamdoulilah. Donnez-nous l'heure, la bonne et la vraie heure Sragatou. Il est 7h22 à Bambara Maoudi. Oui, a fini la Coupe du Monde, on se retrouve. Championnat national de Ligue 1, le choc au sommet de la 7e journée s'est soldé par le nul d'un but partout. Oui, le Djoliba ouvre le score de la première minute par Djibril S. Koulibaly. La SRL égalise juste avant la mi-temps par Souleymane Koulibaly. Les Rouges et les Scorpions se partagent le fauteuil de leader avec 15 points plus 6 goals average. L'ASCO est 3e avec 14 points. Le SOB en clôture a perdu 1-0 face aux 11 créateurs de Nyarela. Au bas du classement, l'USCK 15e 5 points, Yele Olympique 16e 3 points. Comme principal enseignement de cette 7e journée, le Stade Malien de Bamako se refait le moral en corrigeant Binga FC 3-0. Black Star de Badalabougou bat Yele Olympique 3-1. L'AS Bakarjan de Baraouli traîne les pieds, battu à domicile 2-1 par l'USFAS. La Coupe du Monde Qatar 2022 a été suivie avec beaucoup de bonheur et de passion par les Maliens. L'OATM a diffusé les matchs phares de la compétition et aujourd'hui, l'heure est au bilan. Oui, l'OATM, diffuseur exclusif de la Coupe du Monde Qatar 2022 sur le territoire national, on ne cessera jamais de le dire, a permis aux 20 millions de Maliens de savourer le plein divertissement pendant un mois de compétition. On écoute le directeur général de l'OATM, Hassan Baba Djombele, exprimant son satisfaction et remerciant les autorités de la transition pour leur soutien. Si vous voyez qu'aujourd'hui que le public malien a pu suivre, comme je l'ai dit, les 28 meilleurs matchs de la compétition, c'est parce que les autorités l'ont voulu. On a adressé une demande qui a été acceptée. Donc les droits liés à cette compétition étaient détenus par une structure qu'on appelle New World TV, qui est basée à Lomé au Togo, qui a eu les droits pour l'Afrique, en tout cas francophone, l'Afrique de l'Ouest. Donc c'est avec eux que nous avons pu négocier les droits qui se chiffraient à environ 400 millions. Donc c'est une enveloppe qui a été mise à notre disposition grâce aux autorités de la transition, en premier le président de la transition, le ministre des Finances, le ministre de la Communication également, et tous ceux qui, de près ou de loin, nous ont appuyés pour nous permettre justement d'offrir cette compétition au public sportif malien. Et j'avoue sincèrement que au cours des matchs, quand on sort, on voit le public concentré, ça fait chaud au cœur. Vraiment voulu profiter de l'occasion pour offrir à ce charmant public-là tout ce que nous avons comme compétences. Nous avons mis en place le journal spécial Coupe du Monde au niveau de la radio, mais également au niveau de la télé et au niveau également de la chaîne 2. Donc vraiment, ça a été un moment intense, un moment que nous avons suivi de bout en bout. Avec la cerise sur le gâteau, c'est la finale entre la France et l'Argentine. Et l'innovation cette année, en tout cas pour nous, direction, c'est qu'on a permis également aux stations dans les régions de pouvoir offrir des commentaires en langue locale aux auditeurs et aux téléspectateurs. Mais nous avons également essayé de faire en sorte que les partenaires puissent nous accompagner dans cette compétition. Donc c'est le lieu vraiment pour moi de saluer tous les partenaires qui ont accepté de nous accompagner pour cette Coupe du Monde. Sachez que l'équipe d'Argentine, victorieuse, arrive au Bercail ce mardi. Le trophée de la Coupe du Monde sera présenté au peuple à 15h temps universel à la place des héros.
Ce mardi est déclaré d'ailleurs jour férié en Argentine. La France, vice-championne, est retournée, elle, au pays hier, accueillie avec tous les honneurs. Oui. Retour quand même sur les récompenses de cette Coupe du Monde. La FIFA a récompensé les 32 équipes participantes selon leur classement. Oui, l'Argentine, championne du monde, remporte le Graal de 24 milliards 926 millions de francs CFA. La France, deuxième, à 13 milliards 710 millions de francs CFA. La Croatie, s'il vous plaît. Oui. Revenez sur ce montant de l'Argentine, je n'ai pas bien compris. L'Argentine gagne 24 milliards 926 millions de francs CFA. 24 milliards de francs CFA. En ces temps de Covid, ça fait du bien. Oui. La France, deuxième, à 17 milliards 710 millions de francs CFA. La Croatie, troisième, et reçoit 15 milliards 442 millions de francs CFA. Le Maroc, quatrième, fierté de l'Afrique, peut essuyer ses larmes avec 14 milliards 431 millions de francs CFA. Les quarts de finalistes perçoivent la somme de 10 milliards 480 millions de francs CFA. Les huitièmes de finalistes ont 8 milliards 860 millions de francs CFA. Et les équipes éliminées au premier tour, comme le Cameroun, l'Allemagne ou encore la Tunisie, gagnent à leur tour 5 milliards 895 millions de francs CFA. Je rêve de voir mon pays à la Coupe du Monde, Sragatou. On va prier pour que ce soit le cas en 2026. Inch'Allah. On va amasser des milliards dans ce pays. Oui, c'est sûr. L'insolite du jour, Sragatou. À l'intérieur du pays, au cours d'un match, un joueur entre en jeu sans l'accord. Non, c'est pas possible. Le joueur entre en jeu sans l'accord de son entraîneur, Sragatou. Oui. Racontez-nous cette histoire. Je confirme. Vous étiez là. Alors, tout à fait. Confiné sur le banc de touche, le joueur a profité d'une célébration sur un but marqué par son équipe pour s'inviter dans la partie. On était à la 75e minute. Il a échangé sa place avec un de ses amis. En un mot, ils ont comploté. Ni l'arbitre, ni l'entraîneur, personne n'a vu ce joueur entrer en jeu. À 5 minutes de la fin, son entraîneur avait besoin de lui. Il demande après le joueur. Les remplaçants répondent tous ensemble en ces termes d'éter les initiales du joueur et sur le terrain. Étonné, l'entraîneur demande à l'arbitre son remplacement pour le faire officiellement. Le joueur, mécontent, refuse de quitter le terrain et il reste sur sa position. La suite de l'histoire, mardi prochain, Inch'Allah. Ça creuse le gâteau, Sissi. Initiative citoyenne. Le développement nous-mêmes. Allez, à mardi prochain, Inch'Allah. L'association Herasso ou la Maison du Bonheur est une jeune association qui a vu le jour en 2020. Elle est basée à Bako-Djikoroni, en commune 5 du district de Bamako. Son credo, c'est la consolidation des foyers avec cette question fondamentale, comment mettre fin au divorce dans notre pays. Pour cela, elle a mis en place des stratégies allant de la sensibilisation à l'écoute des couples en passant par la formation citoyenne. Ousmane Daou nous présente cette association dans la chronique Initiative citoyenne. Créée il y a moins de 2 ans, l'association RSO ou la Maison du Bonheur en français s'est fixée comme objectif la consolidation des foyers et la diminution des divorces au Mali. Pour cela, elle a élaboré une stratégie qui consiste à sensibiliser, être à l'écoute, en mettant en place un cadre d'échange appelé Sibri Baro, autrement dit la causerie du samedi. Samake Fatoumata Traoré, présidente de l'association RSO. Pendant les Sibri Baro, il y a des formateurs qui viennent pendant la session, des sociologues, des griots, des imams, des coachs personnels de vie. Ils viennent animer des thèmes spécifiques. Nous avons fait des micro-trottoirs pour sensibiliser, déjà connaître l'avis de la population par rapport au mariage. L'activité de micro-trottoir s'appelle à cœur ouvert, visage masqué. Il y a des personnes qui viennent, qui interviennent et qui racontent des événements vécus. Mais nous cachons leur visage, ils ne sont pas dévoilés. Nous avons aussi intervenu dans le couple de plus de 5 personnes pour interagir, essayer de résoudre les problèmes de conflits avec leurs partenaires, leurs conjoints. En plus de Sibri Baro, elle a un programme de formation pour les jeunes qui ne sont pas encore mariés. Et aussi, elle est en contact permanent avec les couples en difficulté pour les former, les guider pour ne pas aller vers le divorce.
ne sont pas juste que nous intervenons, nous allons dire au monsieur, il faut arrêter, la femme, il faut arrêter. Non, nous faisons des formations même, nous les formons. Parce que nous avons des coachs qui ont des modules spécifiques qui forment au développement personnel même de la personne. Pour qu'on voie quelles sont nos erreurs même, qu'est-ce que nous pouvons corriger, qu'est-ce que nous pouvons améliorer. Nous avons un programme spécial pour la partie formation des jeunes avant le mariage. Là, nous allons prendre que des jeunes pour les former avant leur mariage. Malgré cette présence sur le terrain, les réticences souvent rencontrées et les difficultés liées au manque de financement pèsent sur le bon fonctionnement de l'association. Les difficultés que nous rencontrons principalement, c'est l'accès au financement, pouvoir subvenir aux charges de nos activités, pour pouvoir efficacement aider ces foyers-là qui viennent vers nous avec leurs problèmes, parce que nous avons des formateurs aussi que nous devons prendre en charge. Nous avons aussi ce petit problème-là de communication. Souvent, il y a des gens qui vont essayer de voir la chose d'une autre manière, faire comprendre le sens réel de l'activité et ce qu'on attend comme résultat de l'activité, souvent aussi sans quelques difficultés. Qu'à cela ne tienne, RSO ou la Maison du Bonheur entend impacter positivement pour fléchir la courbe du divorce au Mali. Samake Fatoumata Traoré, présidente de l'association RSO. Nous comptons réduire drastiquement le taux de divorce au Mali et tout le monde le sait, le taux augmente de jour en jour. Et là, l'association prévoit d'avoir des représentativités dans chaque région, dans chaque commune au Mali, être bien représenté et pouvoir impacter positivement et énormément dans la vie professionnelle et personnelle des citoyens maliens. Si on n'est pas épanoui personnellement dans le mariage, ça affecte forcément la vie professionnelle. Nous sommes juste à Bamako pour le moment. Mais nous ambitionnons d'être représentés dans les autres régions du Mali. L'association RSO reste tout de même convaincue que c'est ensemble qu'une solution sera trouvée au phénomène du divorce dans notre pays. Oui, RSO pour la réduction du taux de divorce au Mali. 7h32 à Niamina et à Zanchibougou. C'est donc tout pour ce journal. Merci, grand merci à Batraourish et à Idrissa Dameli qui m'ont aidé à la réalisation. Aux opérations techniques, Mamadou Beydialo. Présentation, Sidiki Dameli. La mise en ligne est assurée par Abdul Aziz Koulibaly. L'info continue sur votre chaîne. Tout de suite, la page météo avec Djeneba Doumbia, suivi des avis divers avec Fousseni Diarra. Et à 13h, vous avez rendez-vous avec El Hadj Idrissa Kamara pour la deuxième édition du journal. La pensée du jour signée Yvonne Paré. La plus grande victoire, c'est peut-être d'admettre sa défaite. Oui, la plus grande victoire, c'est peut-être d'admettre sa défaite. Mesdames et messieurs, prenez soin de vous et des autres. Excellente journée de mardi à toutes et à tous. Au revoir.